Formidable. Merci beaucoup, Connor, et merci à tous d'être là ce soir. Je m'appelle Jamie Bills, vice-président exécutif régional pour la FPC en Colombie-Britannique. Nous avons des membres, d'après ce que je peux voir, qui sont avec nous d'un bout à l'autre du pays, mais je voulais faire ressortir que j'ai le privilège de participer du territoire non cédé des Musqueam, Squamish, Tsleil-Waututh. Et je voudrais vous inviter à réfléchir au territoire où vous vous trouvez, à la façon dont vous participez à la réconciliation. Nous avons la boîte de dialogue. Certains ont déjà indiqué où ils sont. J'encourage tout le monde à faire pareil pour que l'on sache d'où tout le monde participe. Avant de passer au panel, je voudrais tout d'abord donner la parole à la vice-présidente exécutive nationale de la FPC pour quelques commentaires d'introduction. Sharon, à vous. Merci, Jamie. Avant de commencer, je tiens à souligner que je suis sur le territoire traditionnel du peuple algonquin Anishinaabe. Je suis reconnaissant d'être ici. Je suis engagée dans la lutte contre les systèmes d'oppression qui ont déplacé les peuples autochtones de leurs terres et les ont privés de droit à l'autodétermination. Thank you all for joining. Merci à tous d'être des nôtres ce soir. Je veux simplement dire que c'est par le dur travail et la résilience de tant de militants syndicaux qui nous ont précédés que nous avons acquis les droits dont nous bénéficions aujourd'hui. Ce sont des droits, toutefois, que nous ne pouvons jamais prendre pour acquis. L'Alliance continue de se battre pour des lieux de travail qui donnent à nos membres la dignité et le respect qu'ils méritent. Pendant toute la pandémie, nous avons continué de nous battre pour soutenir et mobiliser nos membres. Même pendant la pandémie, nous avons connu des gains et des victoires. Après plus de 3 ans sans convention collective et des efforts de mobilisation sans précédent de la part des membres FB d'un bout à l'autre du pays, le SDI a conclu une entente de principe avec le Conseil du Trésor et l'Agence des services transfrontaliers le 6 août 2021. Nous pouvons aussi prendre comme exemple les travailleurs du bureau du vérificateur général qui ont été sur la ligne de piquetage pendant 4 mois et enfin, le 2 avril 2022, une convention a en fait été conclue. Ces ententes, ces conventions ont été possibles grâce au dévouement et à la persévérance des équipes de négociation et de tous les membres d'un bout à l'autre du pays dont les grèves du zèle, les actions ont communiqué un message clair au gouvernement. Nous savons que notre façon de travailler continue de changer. Notre travail a énormément changé à cause de la pandémie, mais la FPC continuera de se battre pour vous et continuera de rallier nos membres. Nous espérons que nos membres vont essayer d'exploiter les travailleurs qui sont isolés et non syndiqués, mais la FPC n'acceptera pas cela. Et en étant ici aujourd'hui, vous donnez la preuve que vous refuserez cela également. La solidarité est notre force. Je suis emballé à l'idée d'entendre nos panélistes et de participer avec vous à une activité après le panel. Sans plus tarder, Jamie, je vous rends la parole. Merci beaucoup, Sharon. Pour ceux dont c'est la première fois ce soir, l'activité est vraiment intéressante. Donc, assurez-vous bien de rester jusqu'à la fin après les panélistes. Donc, c'est formidable d'être en si grand nombre, excluant les coordonnateurs. Nous sommes à 200 à peu près. Comme Sharon l'a dit, nous sommes là pour parler de grève, mais surtout de la façon de gagner des grèves. Évidemment, une chose qui est utile de mentionner, qui est importante à mentionner, c'est qu'une grève, c'est le dernier recours. C'est le dernier recours dans toute une série d'activités, activités publiques, politiques, en milieu de travail, les choses qui forcent l'employeur à nous présenter une offre équitable à la table de négociation. Toutes ces actions font une différence. Tous ces moyens de pression comptent, comme vous le savez. La FPC fait toutes ces choses-là. Dès maintenant, il faut continuer. Nous méritons
acceptons une augmentation de salaire en fonction du coût de la vie et pas l'offre insultante de 1,75 % que nous offre le Conseil du Trésor. Il nous faut de bonnes conditions de travail qui sont le reflet de l'évolution du travail et pas des concessions. Vous le savez, ensemble, nous continuerons d'exercer des moyens de pression contre le Conseil du Trésor pour qu'il nous fasse une offre raisonnable. Voilà, sans plus tarder, nous allons maintenant entendre Danielle Dubuc, qui est une fière membre du syndicat des douanes et de l'immigration et membre qui travaille à l'Agence des services transfrontaliers du Canada. Elle est aussi vice-présidente pour l'équité au Congrès du travail du Canada, représentant les travailleurs de couleur. Danielle, à vous la parole. Thank you, Jamie, for the presentation. Je vais continuer en français. Si ça coupe, je vais devoir couper mon vidéo. Juste me faire signe. J'aimerais souligner que je suis sur le territoire non cédé autochtone de Kanawake, des nations Mohawk. Et j'aimerais souligner aussi aujourd'hui, on est le 17 mai et c'est la lutte. It's also International Day. La journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biophobie. Tout le monde d'être ici ce soir. C'est un privilège et un honneur de vous parler avec autant de monde qui assiste dans leur journée occupée et justement en tant que militant syndicaliste d'être ici avec nous. Merci beaucoup. Je vais parler de la mobilisation de la table FB avant qu'on passe à les procédures de grève. Pendant la pandémie et en attendant le rapport de la Commission d'intérêt public de la table FB, en juin 2021, j'ai été contactée par l'Alliance de la fonction publique pour me demander si j'étais prête à faire une campagne téléphonique pour sensibiliser les membres de la table FB sur les enjeux des négociations. Qu'est-ce que cela consistait? C'était un peu comme envoyer un message court et précis, informer les membres sur la convention collective et aussi les écouter de leurs problématiques qu'ils vivaient justement aussi pendant la pandémie. Et comme nous étions une des dernières tables, on était la dernière table de négociation avec le Conseil du Trésor, on avait un avantage, malgré la pandémie, d'être qui battait à plein temps en 2021. Nous, la table FB, nous étions la majorité considérés comme des employés essentiels. J'ai dit oui à participer en mi-juin lors de la campagne téléphonique parce que je trouve ça important. Malgré ça, j'étais aussi en plein congrès de Conseil du Trésor, Congrès des travailleurs et travailleuses du Canada pour mon poste justement que je suis élue comme VP aux droits de la personne pour les membres racialisés, un poste aviseur, d'où, comme vous, je travaille encore à l'Agence de services frontaliers comme employé et je continue à faire du militantisme syndical. L'importance de mobilisation est un gros enjeu au niveau syndical. Et pourquoi? Ben, c'est aussi pour donner un dialogue social à nos membres, l'action politique et aussi d'aller vers la désobéissance civile lorsqu'on parle de certaines situations. Il n'y a pas vraiment une recette miracle. Par contre, les rencontres 1 à 1 sont très importantes. Et au tout début, avant de commencer dans les processus de grève, la mobilisation sur ça est importante, d'où la raison pourquoi j'ai continué à invoquer d'aller sur les appels téléphoniques et parler aux membres. Pourquoi? Pour justement leur parler dans leur langue et donner leur les écouter. Aussi de parler des enjeux qui leur touchent et de les rallier avec nous pour comprendre leur réalité. Pendant la pandémie, on a vécu beaucoup de choses. Et ensemble, nous pouvons aller chercher des gains collectifs dans nos conventions collectives. La pandémie a causé beaucoup de problèmes au niveau de conciliation travail-famille. Sensibilité aussi avec santé et sécurité en milieu de travail.
s'adapter aux changements drastiques dans nos emplois et le télétravail qui a pris de l'ampleur. Par contre, avec ces appels-là, ça nous a aidés à nous, la table FB, de l'Agence de services frontaliers, justement, d'aller voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour rallier nos membres et aller vers les actions de mobilisation pendant notre période de grève. Je vais arrêter là. Merci, Danielle. Merci, Daniel. Merci beaucoup. Pour que vous sachiez, chaque intervenant va faire une courte présentation. Ensuite, on leur posera des questions avant de passer à notre activité. Josiane Bertrand-Mongeon est la prochaine, membre de la section locale 70153 au bureau du vérificateur général. Elle travaille au bureau du vérificateur général depuis plus de 17 ans où elle est coordonnatrice de projet. Elle a été coordonnatrice de conférences, de webcasts, de vidéos d'apprentissage. Elle a été d'un grand secours dans la récente grève, enfin très active pendant la récente grève du bureau du vérificateur général. J'ai aussi la première grève générale de la FTC pendant la pandémie. Nous étions sans contrat depuis le 30 septembre 2017. Tout ce que nous demandions était que nos 170 membres du groupe de services à la vérification du BVG soient traités de la même manière qu'ils traitent ses employés non syndiqués. Nous désirions des augmentations économiques équitables, une grille salariale. Pardon, Josiane, on vous entend très, très mal. Votre signal audio coupe. Vous allez peut-être devoir éteindre votre vidéo. Merci. Please continue. Il n'y a pas de problème. Donc, nous désirions des augmentations économiques équitables, une grille salariale pour tous les GSV et continuer la parité avec les groupes des professionnels de l'AUDI. Malgré que la Commission de l'intérêt public ait confirmé que nos positions étaient justes et raisonnables, notre employeur venait toujours à la table de négociation avec les mains vides. Après un vote de grève favorable en novembre, nous avons commencé par une grève du zèle. Nous suivions nos descriptions de tâches à la lettre et nous avions des icônes, des fonds d'écran de couleur dans MS Teams pour montrer notre support avec l'équipe de négo. On se démarquait vraiment dans les assemblées virtuelles avec nos fonds d'écran jaune flash. Le 1er décembre, nous sommes tous allés piqueter devant le bureau d'Ottawa. Plusieurs d'entre nous, dont moi, n'avions jamais participé à des manifestations de nos vies. Ma collègue Laetitia m'a aidé à mettre ma pancarte autour de mon cou parce que je tremblais. C'était émouvant d'être entourée d'une centaine de personnes depuis 2 ans de télétravail. Et j'étais tellement déçue que le BVG continuait d'ignorer nos demandes. Je me souviens, nous marchions en plein milieu de la rue avec Alex Silas. Nous n'étions pas très bruyants au départ, mais à la fin de la journée de piquetage, je vous jure qu'on chantait à tue-tête « On lutte pourquoi? L'équité ». De décembre à février, pendant que certains membres faisaient la grève du zèle, d'autres faisaient des grèves rotatives ou stratégiques dans des moments clés, comme lors de soumission de rapports ou la fin d'année fiscale, des choses comme ça. Malgré nos efforts, le BVG n'avait toujours rien de nouveau à nous proposer, donc on a voté pour une grève générale en mars. Les premières semaines de notre grève générale, nous ne pouvions pas faire de piquetage en personne à cause des restrictions sanitaires. Nous étions plus d'une centaine de personnes dans un appel Zoom. Pour se garder motivés et mettre la pression sur le BVG et le Conseil du Trésor, nous n'avions pas d'autre choix que s'organiser virtuellement. Nous avons identifié une vingtaine d'activités à entreprendre. Nous avons créé des breakout rooms dans Zoom et les membres joignaient les salles selon leur champ d'expertise et leur intérêt. Il y avait un groupe qui créait des listes de courriels, des témoignages, des infographies, des memes. Moi, je faisais partie du groupe de gestion de projet. Je me promenais d'une salle virtuelle à l'autre pour aider les membres à avancer dans leurs tâches et faire des suivis. J'ai créé un dossier partagé OneDrive où les membres sauvegardaient leurs documents de travail. On voulait vraiment s'assurer d'être efficace puis de véhiculer les mêmes messages clés. On avait un groupe qui soumettait des demandes d'accès à l'information au BVG et au Conseil du Trésor pour ralentir leur travail. On avait un groupe qui planifiait des journées de piquetage en personne. Il créait des pancartes, des chansons à répondre. Il invitait des journalistes, des députés et autres membres de la FPC à venir participer à nos journées de piquetage.
À tous les jours, en plus de travailler dans les breakout rooms, on devait appeler et rencontrer des députés, envoyer des lettres, mettre des témoignages sur les réseaux sociaux et publier des textes et mimes sur Twitter en taguant le BVG et Mona Fortier. Lorsque les restrictions ont été levées, nous avons commencé à piqueter en personne plusieurs fois par semaine. Le BVG blâmait le Conseil du Trésor parce qu'il ne lui donnait pas le mandat qui mettrait fin à notre grève, tandis que Mona Fortier disait que le BVG avait tous les pouvoirs nécessaires pour négocier. Il se lançait la patate chaude. Ceci nous a inspiré à publier plusieurs mimes et tweets soulignant l'absurdité de la situation. Ça nous a aussi inspiré à piqueter en alternance devant les bureaux du BVG, devant le bureau du Conseil du Trésor et le bureau de conscription de Mona Fortier. Malgré que nous étions seulement 170 GSV, nous avons fait les manchettes plus d'une vingtaine de fois. C'est devenu très politique. Blake Desjarlais, Alexandre Boulris, Nathalie Saint-Clair-Gagné nous ont tous mentionnés à la Chambre à quelques reprises. Le chef du NPD, Jagmeet Singh, est même venu faire un discours devant nos bureaux. La dernière journée de piquetage, Chris Howard, le président national de l'AFPC, et plusieurs membres de l'AFPC sont venus nous soutenir et nous avons piqueté à l'intérieur des murs du BVG. J'ai peut-être commencé ma première journée de piquetage en tremblant de peur aux côtés de ma collègue Laetitia, mais vous savez quoi? La dernière journée, Laetitia et moi avions toutes les deux un mégaphone dans nos mains et on criait haut et fort, on lutte pour quoi? L'équité. Notre grève a duré 128 jours. Notre équipe de négo a négocié pendant plus de 33 heures en 3 jours. Nous avons finalement obtenu les augmentations économiques équitables, une grille salariale pour tous les GSV. En ce qui a trait à la parité, nous n'avons pas tout à fait finalisé l'entente. Nous avons obtenu un protocole d'entente pour poursuivre les discussions. Donc, le problème n'est pas réglé, mais j'ai espoir que lors de la prochaine ronde de négociation, le BVG sera plus ouvert à nous écouter, car nous avons démontré que la FPC et les GSV sont plus unis et solidaires que jamais. Merci. Merci beaucoup, Josiane. Nous voyons les commentaires que les gens affichent. Donc, merci beaucoup. Ça fait 2 ans et on a toujours des petits accrochages. On compte sur votre patience. Pour les prochains intervenants, ralentissez un tout petit peu pour donner à nos interprètes l'occasion de vous suivre. Et nous savons que il y a des problèmes de signal audio du côté de l'interprétation avec une langue qui est plus forte que l'autre. Donc, nous nous en occupons. Alors, merci à Josiane. J'ai eu le privilège de piqueter avec eux en mars. Ça a été vraiment emballant de voir un groupe d'employés qui n'avaient jamais fait la grève décider de le faire, de poser ce geste dynamique. Très impressionnant. Enfin, nous accueillons Teresa Humphreys, qui vient des Prairies, qui est président de sa section locale, vice-président suppléant national et président du comité des centres d'appel, présidente du comité des centres d'appel des SDI. C'est une fière membre de l'équipe de négociation dans son poste d'attache. Elle est conseillère au centre d'appel de l'assurance-emploi. La négociation et la mobilisation sont devenues une passion. Elle vient d'une famille de militants syndicaux qui sont toujours prêts à se battre pour obtenir de meilleurs droits pour les travailleurs. À vous, Concert. Charito. Parfait. Merci beaucoup, Jamie. Je voudrais commencer par souligner que je vous parle du territoire qu'on appelle le territoire du traité 4, connu aussi sous le nom de Regina, territoire des Cris, Ojibwe, Sotokta, Lakota et des Métis. Merci beaucoup de m'avoir invité à prendre la parole ici, à parler de négociations avec le Conseil du Trésor. Bien honnêtement, cette ronde de négociation avec le Conseil du Trésor a été difficile. Les 4 unités de négociation qui négocient avec le Conseil du Trésor reçoivent le même traitement, c'est-à-dire un traitement qui manque complètement de respect. Nous voulons
quelque chose d'équitable. Nous méritons quelque chose d'équitable dans nos revendications, mais le Conseil du Trésor continue de faire la sourde oreille. Son offre soi-disant globale est tout sauf globale. Le Conseil du Trésor ne veut pas bouger par rapport à sa maigre offre de 1,75 % sur 4 ans. Nous savons que ça ne permet même pas d'être à la hauteur du taux d'inflation. Et le Conseil du Trésor veut nous imposer plein de concessions qui auraient un effet négatif sur nous. Il propose la sous-traitance, propose le réaménagement des effectifs et ignore nos demandes sur le télétravail. Ils n'ont pas répondu aux revendications aux tables individuelles, par exemple l'indemnité pour les langues autochtones et les ajustements en fonction du marché proposés aux tables PA, SV et TC. Nos équipes de négociation n'accepteront pas autre chose qu'une convention équitable. Nous sommes prêts à nous mobiliser et à nous battre pour ce que nos membres méritent. Et donc, quelles sont les prochaines étapes? Eh bien, historiquement, nous savons que le Conseil du Trésor ne fera pas d'offre équitable tant que nous ne sommes pas mobilisés et que nous ne menaçons pas d'agir. Donc, la mobilisation est cruciale. Nos membres doivent être informés et habilités à agir le moment venu. Et quand je dis agir, je ne veux pas nécessairement dire une grève, même si plusieurs de nous, y compris moi, sommes prêts à faire la grève. Mais activité, action, ça peut simplement informer les collègues de la négociation, parler aux députés, les renseigner sur nos revendications et sur le fait que nos membres méritent une convention équitable et pourquoi. Mais parlons de grève pendant un instant, puisque c'est un panel national sur une grève pendant la pandémie. Donc, l'AFPC a réalisé des gains incroyables lorsqu'il a déclenché les grèves. Nous l'avons vu avec la grève des CR dans les années 80. Des dizaines de milliers de CR ont fait la grève. 20 000 CR et autres employés de la fonction publique ont défilé au centre-ville d'Ottawa. Le résultat a été une augmentation de 24,8 % sur 2 ans et d'autres gains comme les congés de maternité payés avec période d'attente de 2 ans au niveau de l'assurance-emploi. À cette époque, les femmes représentaient 67 % de l'effectif, dont un fort pourcentage avait moins de 35 ans. En 91, la FPC a organisé la plus grande grève générale du Canada, où 17 000 membres jugés non essentiels ont débrayé. Cela nous a permis d'obtenir de grandes améliorations au niveau de la sécurité d'emploi. Et pendant que l'affaire devant la Cour suprême de l'Alliance a confirmé le droit qu'avaient les membres de la FPC de participer à des activités politiques. Et donc, si on débraye cette fois-ci pendant cette ronde, ce serait monumental. La plus grande grève dans toute l'Amérique du Nord. On marquerait l'histoire et on le ferait non seulement pour nos membres, mais pour tous les travailleurs en Amérique du Nord. Une victoire pour nous, c'est une victoire pour tous. Donc, nous établissons le précédent pour bien d'autres syndicats. Nous plaçons la barre très haut au niveau des normes du travail et ce que nous pourrons gagner sera non seulement dans notre intérêt maintenant, à nous, mais dans l'intérêt des générations à venir. Donc, le moment pour nous est venu de nous faire entendre, de nous mobiliser. Nous pouvons commencer par nous renseigner sur le processus de négociation, sur les revendications de l'Alliance et sur les concessions que souhaite le Conseil du Trésor. Tout cela se trouve sur le site Web de l'Alliance. Et si on arrive à l'impasse, on fournira une formation à la grève. C'est l'Alliance qui s'en chargera. Bientôt, un cours en ligne sur les grèves et la mobilisation sera installé sur le site Web de l'Alliance. C'est un cours autogéré que les membres peuvent suivre à leur propre rythme. Nous organisons aussi des panels nationaux comme celui de ce soir. Ces panels portent souvent sur des enjeux importants liés à la négociation et réunissent des experts en la matière. Nous avons aussi des mobilisations régionales qui commencent cette semaine. La première a été donnée aujourd'hui dans les prairies. J'ai eu le privilège d'y participer. Donc, il y a des occasions formidables pour les régions à planifier la mobilisation et à interagir avec les membres. Mais notre but au bout de ligne est de retourner à la table de négociation avec l'employeur et d'avoir une convention collective qui soit équitable. Si l'employeur continue de refuser de venir à la table de négo
et n'accepte aucune de nos revendications, l'employeur nous forcera à déclencher la grève. Et il faudra aller voir les membres et faire un vote de grève s'ils sont prêts, pour voir si les membres sont prêts à se battre pour l'équité salariale, l'équité en milieu de travail, un bon équilibre travail-famille et une fonction publique forte. En tant qu'équipe de négociation, nous avons besoin de votre appui maintenant. Maintenant, plus que jamais. Il faut que le Conseil du Trésor sente la pression. Il faut que le Conseil du Trésor sache que nos 115 000 membres plus qui sont actuellement sans convention collective sont prêts à prendre les choses en main, à agir et à se battre pour la convention équitable qu'ils méritent. Nos membres des équipes de négociation sont prêts à se battre et nous vous demandons votre appui en toute solidarité. Merci, Jamie. Merci, Charito. C'est tellement important de réfléchir à nos luttes du passé, à nos victoires du passé. Donc, merci de les avoir évoquées. Nous allons passer aux questions. Nous avons presque 300 personnes en ligne maintenant. Et peu après les questions, je vais redonner la parole à Sharon qui va nous parler de cette activité extraordinaire qui va nous permettre de communiquer avec des députés. Ma première question est pour Daniel. Daniel, pouvez-vous nous parler de la raison pour laquelle vous estimez que les appels, que les échanges en personne, ceux auxquels vous avez participé avant la grève, sont les plus efficaces? Il y a des difficultés pour la mobilisation. Et bien souvent, il faut qu'on se pose la question, pourquoi est-ce que notre mobilisation ou nos actions qu'on va prendre vont être à la hauteur de nos membres? C'est pour ça que c'est important de rentrer en contact avec nos membres et le 1 à 1, member to member, est là pour nous aider, pour nous aussi démocratiquement comme syndicat discuter et échanger avec nos membres pour être certain qu'on est sur la bonne voie. Le Congrès des travailleurs et travailleuses a créé il y a plusieurs années un programme qu'ils ont mis en place pour parler avec les membres en contact membre à membre. L'Alliance de la fonction publique l'a mis en œuvre pendant la campagne « On est tous touchés ». Plusieurs d'entre vous l'ont déjà vécu. Notre syndicat est démocratique et on a le devoir d'être juste. Pas juste dans la représentation, mais aussi démocratiquement par la participation. Et d'où l'importance de faire le 1 à 1, le one-on-one, et les appels téléphoniques ou autres approches, que ce soit virtuelles pendant la pandémie, et les autres approches qu'on va prendre pour nos prochaines conventions collectives et débats pour aller avec avec nos équipes de négociation pour le Conseil du Trésor. C'est important et en même temps, on se renseigne sur l'approche avec nos membres, mais aussi, si c'est bon aussi dans notre mobilisation, l'approche vers la population, comme on est aussi des citoyens et citoyennes dans notre pays et dans notre province. Je vais arrêter là. Merci, Daniel. Merci, Daniel. Merci beaucoup de cette réponse. La prochaine question s'adresse à Josiane. Josiane, à votre avis, quelles étaient certaines des mesures que vous avez prises, vous et votre collègue, qui ont eu le plus d'effet sur votre employeur pendant la grève? Oh, sorry, cut off. Je vais continuer en français, c'est ce qu'on m'avait dit. Je dirais que la communication avec les députés, tous les appels, courriels qu'on a envoyés, les taguer sur Twitter, ça nous a beaucoup aidé. On a eu beaucoup de visibilité avec les députés grâce à ça. Sur le coup, c'était stressant de rencontrer des députés. On n'avait aucune expérience là-dedans, mais tu te rends compte que c'est des gens très ouverts à l'écoute. Et puis encore aujourd'hui, ils nous soutiennent. On a encore Blake Desjarlais qui parle de nous à la Chambre des communes pour savoir comment ça se passe maintenant qu'on est de retour au bureau. Il veut s'assurer qu'on est bien puis que ça va, on va rebâtir puis aller mieux. Donc ça, c'est une des actions qui nous avait vraiment beaucoup aidé. C'est communiquer avec les députés. Ils venaient
parler avec nous pendant qu'on piquetait. C'était vraiment spécial. Puis, je dirais tout ce que on a fait en fait de piquetage sur place, donc de faire la rotation là, entre le bureau et le bureau de Mona Fortin. On nous a fait beaucoup de visibilité avec les journalistes. Donc, ils parlaient de notre situation. Donc, c'était 2 grandes actions. On savait qu'à chaque fois qu'on allait piqueter devant le bureau de Mona Fortier, mon tante, là, elle voulait que ça soit réglé. On sait BVG trouve une façon de régler la situation. Puis là, ben, comme je disais plus tôt, BVG, lui, disait que on n'a pas le mandat, c'est de soulever l'ironie de la situation dont vous nous avez aidés aussi. Là. Donc, c'était les 2 grosses actions que je dirais qui nous ont aidés à passer au travers de tout ça. Thank you so much. Merci beaucoup, Josiane. J'apprécie beaucoup. On continue de travailler aux problèmes techniques avec l'interprétation. On a des centaines de personnes avec nous, donc je voulais le souligner aussi. La dernière question est pour Charito. On a eu beaucoup de questions sur les étapes menant à une grève au Conseil du Trésor. Vous en avez un peu parlé, mais pouvez-vous nous donner un petit peu plus de détails sur les mesures à prendre avant de déclencher la grève? Absolument. Donc, lorsque une des 2 parties estime être allée le plus loin possible et que les 2 parties ne pourront pas s'entendre, il est possible de déclarer l'impasse. Donc, cette partie demanderait de créer une commission de l'intérêt public. La commission de l'intérêt public se compose de 3 personnes. Une nommée par le syndicat, l'autre par l'employeur, et une présidence neutre nommée sur entente des 2 parties ou par la commission des relations de travail dans la fonction publique si les 2 parties n'arrivent pas à s'entendre sur la présidence. Alors, ça prend un certain temps pour que la CIP soit établie, si les parties peuvent s'entendre et selon le calendrier. À partir de ce moment, les audiences sont prévues. Le syndicat et l'employeur présentent leurs arguments écrits et oraux à l'appui de leurs revendications en suspens. Une fois les audiences terminées, les membres de la CIP revoient les arguments et toute l'information. Le rôle de la CIP est de faire des recommandations au syndicat et à l'employeur susceptibles de les aider à s'entendre. Les recommandations ne sont pas exécutoires, ce qui signifie qu'aucune des 2 parties n'est tenue de les accepter. Donc, cela est censé se faire dans les 30 jours, mais historiquement, cela n'a pas été le cas à l'intérieur de 60 jours. Donc, la meilleure chose à faire pour les 2 parties est de reprendre la négociation à la lumière des recommandations de la CIP. Mais pendant cette période, le syndicat peut commencer à mobiliser les membres, commencer la formation à la grève, les renseigner, exercer des pressions auprès des députés, etc. Il faut aussi finaliser les ententes de services essentiels. Ceux visés par les ententes de services essentiels continueraient de travailler pendant la grève, mais peuvent quand même aider les autres membres qui seraient en grève. Donc, que nous sachions, ce processus est en cours déjà aux 4 tables, ce qui est très positif. En plus de ces autres mesures, d'organisation et de mobilisation, la FPC organise aussi un vote de grève pour les membres dans cette unité. Donc, les membres ont l'occasion de voter pour ou contre une grève. Le vote survient normalement au moment de la diffusion des recommandations de la CIP parce que le résultat du vote de grève ne peut être utilisé que pendant 30 jours une fois le vote effectué. Donc, si la négociation ne débouche pas sur une entente, il y a certaines conditions qu'il faut respecter avant de pouvoir agir, de pouvoir débrayer. Donc, il faut compter au moins 7 jours depuis la publication des recommandations par la CIP. Deuxièmement, le syndicat et l'employeur doivent s'entendre sur les services essentiels, sur les postes visés par les ententes de services essentiels. 3, les membres doivent avoir voté en faveur de la grève. Et
pas plus de 30 jours ne peuvent s'être écoulés depuis ce vote et la publication des résultats. Et enfin, le président national de l'AFPC doit autoriser la grève. Donc, faire un vote de grève ne débouche pas nécessairement sur une grève. Rien n'empêche le syndicat et l'employeur de se retrouver et de négocier en tout temps. Et cela, parfois, est possible grâce à l'aide d'une tierce partie qui est neutre, comme un médiateur. Cela peut se produire avant le débrayage ou pendant qu'une grève est en cours. Donc, le meilleur résultat, c'est lorsque les parties concluent une entente de principe avant un débrayage, mais parfois, il faut déclencher une grève pour amener l'employeur à faire une offre plus sérieuse en lui montrant que les membres sont sérieux et sont prêts à soutenir les revendications et à rappeler à l'employeur que le pouvoir se trouve chez les travailleurs et pas chez l'employeur. Je vais conclure en disant que si nous arrivons à l'impasse, elle sera annoncée publiquement. Donc, surveillez vos courriels, les comptes des médias sociaux de l'Alliance et le site Web. Merci beaucoup, Charito. On l'a dit à maintes reprises, la meilleure façon d'éviter une grève, c'est d'être fin prêt pour la faire. Vous avez parlé de toutes les activités de mobilisation qui auront lieu d'un bout à l'autre du pays, y compris celles que Sharon va nous présenter dans quelques instants. Je voulais rappeler à tous ceux qui participent ici aujourd'hui de toutes les régions que, comme Charito l'a dit, nous avons eu notre formation à la mobilisation qui a eu lieu aujourd'hui dans les prairies. En Colombie-Britannique, la formation aura lieu le 17 juin. Il y a encore de la place. Si vous communiquez à votre bureau, avec votre bureau régional, où que vous soyez, nous pourrons vous diriger vers des activités de mobilisation très intéressantes. Alors voilà, maintenant c'est le grand moment et il y a encore de plus en plus de participants. Normalement, les gens se déconnectent à ce stade-ci, donc là, tout le monde doit être vraiment très enthousiaste. Alors, une fois que vous aurez terminé, vous nous direz, s'il vous plaît, ce que vous avez pensé de l'activité. Sans plus tarder, donc, je donne la parole à Sharon qui va nous expliquer cette activité de mobilisation. Merci beaucoup, Chémy. Je vais simplement commencer par dire, Charito, Daniel, Josiane, que vous avez fait des présentations extraordinaires et donné de formidables réponses aux questions. Et là, c'est le moment de passer à ma partie préférée, c'est-à-dire une activité en faveur d'un salaire équitable. Je vais simplement m'assurer que mon système soit en place et il l'est. Comme je l'ai mentionné, l'activité d'aujourd'hui, c'est pour un salaire décent. Nous continuons sur notre lancée. Il faut vraiment maintenir la pression. Alors, nous allons faire une activité avec un message téléphonique auprès de membres dans tout le pays pour leur demander de soutenir nos revendications en faveur d'un salaire équitable. Donc,